Et c'est la suite du brunch de l'info. La France, vous le savez, se prépare à la grande grève de jeudi contre la réforme des retraites. Une réforme encore floue. Et pour en savoir plus, ne faudrait-il pas regarder du côté de la réforme de l'assurance chômage, celle-ci étant partie entrer en vigueur au début de ce mois-ci, au début du mois de novembre. Or ici, le gouvernement n'a pas eu d'opposition. Il est passé par décret. Jugeons sur les actes plutôt que sur les mots. En décryptant cette réforme, on pourrait peut-être comprendre la philosophie du gouvernement. Nos invités sont toujours avec nous et Pierre-Édouard Magnan nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du Mouvement national des chômeurs et précaires. On vous a invité aussi aujourd'hui parce que vous participez à la manifestation annuelle contre le chômage et la précarité cet après-midi. C'est à partir de 14h devant le siège du MEDEF. Est-ce que vos revendications cette année seront différentes de celles des années précédentes ? Sur l'ordre général, on va continuer évidemment de se mobiliser contre le chômage et la précarité qui, au fond, ne cessent d'augmenter. Les chiffres sortis sur la hausse de la pauvreté dans notre pays continuent de montrer que, quoi qu'on dise des pourcentages, des courbes et des petits frémissements des uns ou des autres, au fond, la pauvreté et la précarité ne cessent d'augmenter. Et évidemment, cette année, il y a une actualité particulièrement terrible, qui est cette réforme absolument cataclysmique de l'assurance chômage. Je l'ai dit quand c'est sorti il y a un mois sur plusieurs plateaux, on n'a jamais tapé aussi fort, aussi brutalement et sur autant de chômeurs en même temps, même si depuis 40 ans, les chômeurs sont habitués à perdre leurs droits, parce que j'aime à rappeler que dans les années 70, on touchait au chômage, grosso modo, 90% de son salaire. Ça peut faire rêver un paquet de gens aujourd'hui. C'est plutôt 62 aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est plutôt sur 57. On considère, sur des gens qui ont un revenu, sur des contrats classiques, parce que si vous rentrez dans des gens qui ont des bouts de contrat, le calcul est plus compliqué, mais on dit aujourd'hui en gros qu'un chômeur, il touche net 50% de son ancien brut. Déjà, rien que quand j'ai dit ça, déjà on a perdu la moitié des gens, mais grosso modo, la norme c'est ça, sur quelqu'un qui sort plutôt d'un CDI avec un salaire à temps plein. Quand on commence à cumuler les bouts de contrat précaires, etc., le calcul est un petit peu plus complexe que ça. Réforme cataclysmique, c'est ce que vous venez de dire. Voyons comment elle avait été annoncée par le Premier ministre, c'était au mois de juin. La fonction de l'assurance chômage, c'est évidemment d'inciter à retrouver un travail de qualité en sécurisant financièrement nos concitoyens le temps qu'ils le trouvent. Or, notre système actuel ne fonctionne pas correctement car les règles d'indemnisation incitent trop souvent au maintien d'emplois précaires et pas suffisamment au retour à l'emploi. Est-ce qu'Olivier, c'est pas révélateur ça de la méthode Macron ? On entend le « en même temps ». On sécurise l'emploi, mais en même temps, on fait en sorte qu'il n'y ait plus de profiteurs, de profiteurs du système. Mais le problème, il est dans l'ordre, justement. C'est-à-dire que, et là, Emmanuel Macron n'est pas responsable de la situation, de ce point de vue-là. Le système d'accompagnement des chômeurs en France ne fonctionne pas. Voilà. Et on le sait depuis des années et des années. Bon. Donc, il conviendrait d'abord de mettre en place... Alors, il y a des améliorations qui ont été apportées avec la formation, etc. Mais enfin, c'est encore extrêmement insuffisant. Quand vous regardez ce qui se passe dans les pays scandinaves, quand on tombe quand on perd son emploi, ça peut se réaliser en l'espace de 24 heures, d'ailleurs. Là, il y a beaucoup moins de protection de ce point de vue-là. Sauf que vous êtes pris en charge immédiatement. Vous avez quelqu'un qui parle avec vous, qui voit avec vous quelles sont les possibilités de reconversion éventuelles si dans la branche professionnelle dans laquelle vous travaillez n'offre plus d'emploi. On vous propose des formations. Évidemment, il y a des et vous avez non pas la totalité du salaire, mais en tout cas une somme appréciable qui vous est consentie le temps où vous faites le job de votre côté. Si effectivement vous n'acceptez pas de faire la formation, là on vous dit écoutez monsieur, restez chez vous ou madame, et puis tant pis pour vous. Mais vous voyez, il y a une prise en charge. En France, ça n'existe pas encore. Alors une fois que la prise en charge est efficace, à ce moment-là, on peut effectivement peut-être instaurer un système d'allocation chômage qui soit différent, qui soit plus dur. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que ça apparaît comme étant une punition. Évidemment qu'il y a des abus, c'est certain, on ne va pas dire le contraire, mais enfin, tous les chômeurs ne sont pas là en train de se dire « Ah, quelle bonne occasion, je suis enfin au chômage et je vais pouvoir vivre ma vie tranquillement. » Tout à fait, c'est vrai que dans cette réforme, il y a cette volonté de parler des démissionnaires. Comme si c'était une généralité, d'expliquer que si jamais nous démissionnons, ou nous sommes chefs d'entreprise, nous pourrons accéder au chômage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais il ne faut pas raconter de fables aux gens, parce qu'être au chômage, c'est difficile, et il y aura du cas par cas sur des dossiers, ça sera très peu accessible. Et on connaît, le cinéma s'en est emparé, et je vous
voulais justement vous poser la question des profils qui seront cet après-midi dans la manifestation, parce qu'aller manifester quand on est au chômage, c'est compliqué. On a connu le film La loi du marché de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon qui portait très bien ce rôle d'homme complètement exclu. Et à Cannes récemment, le film Parasite, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le, c'est toute une famille au chômage et on se rend en Corée et on se rend compte à quel point... c'est en Corée, ça ne se passe pas en France. Exactement, mais en fait c'est un film totalement universel parce qu'on se rend compte à quel point le chômage est destructeur. En tout cas, dans notre vision de voir les choses en France, ailleurs, dans les pays anglo-saxons ou dans les pays du Nord, le chômage, c'est un moment de formation, d'apprentissage, de recul un peu sur sa vie, pour avancer. Aujourd'hui, en France, aujourd'hui et hier, c'est une honte totale. Donc il ne faut pas raconter de fables, il ne faut pas expliquer à tout le monde qu'ils pourront toucher le chômage si jamais ils démissionnent. En effet, la réforme est compliquée et on doit la comprendre parce qu'elle est technique. Et quel est le profil des gens qui seront là cet après-midi ? Est-ce que vous serez nombreux ? Est-ce qu'on va défiler quand on est chômeur ? On espère évidemment qu'on sera nombreux et je ne doute pas que l'exposition dont nous bénéficions ce matin incite des milliers et des milliers de gens à venir place de l'école militaire à 14h cet après-midi dans Paris. Après, effectivement, oui, il est difficile de défiler quand on est chômeur. Parce que pour défiler, pour manifester, pour revendiquer ses droits, il faut assumer la situation dans laquelle on est. Et comme ça fait 20 ans, 30 ans qu'on explique à la terre entière que les chômeurs sont responsables, voire coupables de leur chômage, que au mieux ce sont des gamins qu'il faut guider d'une main sévère mais juste, ça rappellera des discours coloniaux de la fin du 19e, parce que tout seul c'est des grands enfants, ils savent pas se débrouiller, ou au pire ça devient des feignants et des fraudeurs. Évidemment que c'est très très compliqué. Donc il faut effectivement se bagarrer contre cette image et il faut effectivement arrêter de dire que le chômage ce serait une espèce de période de vacances. Et surtout, on commence à avoir des gens, vous parliez de démissionnaires, j'appelle à la prudence, ne démissionnez pas en pensant que vous aurez droit au chômage. On a déjà des gens qui se présentent dans des pôles emploi en ayant démissionné parce qu'ils pensent qu'ils ont droit au chômage. C'est faux et archi tout à fait comme faux. Ça dans la c'est absolument réalité. faux. Oui. Il faudra remplir toute une série de cases, cocher toute une série de critères. Et c'est pareil pour les indépendants. On se moque des indépendants. Déjà, n'auront droit au chômage à un minimum que ceux qui auront une liquidation judiciaire. Beaucoup d'indépendants n'attendent pas la liquidation judiciaire pour arrêter leur activité. Je pense aux artisans ou aux commerçants. Il y a quelques mots très forts que vous prononcez à l'encontre de cette réforme, à l'encontre des méthodes du gouvernement. Peut-être la réponse de Lauriane Rossi. On en a entendu pas mal. Cette réforme de l'assurance chômage, elle s'inscrit déjà dans une réforme de l'emploi. On a fait de l'emploi une priorité, l'emploi et l'éducation. Donc il ne s'agit pas de stigmatiser les chômeurs, mais il s'agit, et ça vient d'être dit très justement à l'instant, quand on est au chômage, on perd confiance en soi. Et plus on reste au chômage, plus on s'éloigne finalement d'un retour à l'emploi. L'idée, c'est évidemment d'accompagner les Français qui sont en recherche d'un nouveau travail de manière beaucoup plus efficace. C'est pour ça qu'on a mis 15 milliards d'euros sur la formation et qu'on a complètement transformé le système d'accès à la formation. Et c'est aussi pour ça, effectivement, qu'on transforme l'assurance chômage en permettant justement non seulement de protéger, d'ouvrir de nouveaux droits. Vous avez cité les travailleurs indépendants, ils ne percevaient rien jusqu'à présent. Désormais, ils auront de nouveaux droits. En protégeant effectivement des salariés démissionnaires, alors sous des conditions évidemment étroite, 5 ans d'ancienneté. Et puis, on a effectivement modifié la règle d'indemnisation. Mais là aussi, on avait un régime très favorable en France. Il fallait travailler 4 mois sur les 28 derniers mois pour bénéficier d'une ouverture de droit. Désormais, ce sera 6 mois sur les 24 derniers mois. Nous étions le seul pays européen à avoir un régime aussi favorable. Nous le réaménageons, mais... Honnêtement, quand vous regardez le nombre de jours travaillés, ça ne remet pas en cause l'ouverture de droits d'une grande majorité des Français. Quant à la dégressivité des allocations chômage, pardonnez-moi, mais de qui parle-t-on ? De salariés qui percevaient 4 500 € bruts, qui à partir du 7e mois, effectivement, verront leur allocation chômage diminuer de 30%. Le salaire moyen aujourd'hui, monsieur, il est de 2 200 € net. Le salaire médian, il est de 1 800 € net. Je ne pense pas que nous précarisions via cette dégressivité des aides, les plus précaires de ce pays. 4 500 € bruts, ça fait partie des 20% les plus riches de ce pays. Voilà. Donc, au regard des règles qui sont posées, des nouveaux droits qui sont offerts, et surtout des autres politiques que nous mettons en œuvre, la formation, les emplois francs, l'éducation, l'apprentissage, nous n'avons jamais eu autant d'apprentis dans notre pays, eh bien c'est cela que nous mettons en œuvre, c'est-à-dire ce retour à l'emploi et l'employabilité. Et j'ajouterai une chose, je discute beaucoup avec les entreprises dans ma circonscription, et que me disent-ils ? Nous écartons parfois, souvent, les CV des personnes qui sont au chômage depuis plus d'1 an, parce que s'ils n'ont pas trouvé d'emploi au bout d'1 an, c'est que c'est louche. Voilà. Eh bien, c'est contre cela que nous devons lutter, contre cette discrimination à l'embauche qui consiste à penser qu'une personne qui est au chômage depuis plus d'1 an n'est plus employable. Ouais. Alors, est-ce que c'est effectivement, on a juste
pris un pays pour comparer avec notre système de retraite, c'est l'Allemagne, pour comparer. Effectivement, même avec cette réforme, ce système reste le plus avantageux d'Europe. C'est pas parce que notre système est moins horrible que les autres qu'il faut s'en réjouir. Et après tout, si on était le seul à avoir un système un peu moins défavorable que les autres, j'aurais préféré qu'on continue de conserver cette particularité. Juste quand même quelques chiffres en masse. Je prends les chiffres de Madame la ministre du Travail. On ne peut pas la soupçonner d'être adhérente du mouvement national des chômeurs et précaires. D'ailleurs, elle ne nous connaît pas, elle nous a pas reçu depuis qu'elle est au gouvernement. Ils ne savent même pas ce que sont que les chômeurs, les droits de chômeurs. On a tout réformé sans demander l'avis des chômeurs. On ferait ça pour personne d'autre dans ce pays. Peut-être falloir que les chômeurs montent sur des tracteurs, je pense, pour réussir à se faire entendre. Ça marcherait sans doute mieux. Cette réforme de l'assurance chômage, elle va supprimer ou réduire les droits d'1 million de personnes. De l'autre côté, on nous dit on va ouvrir des nouveaux droits pour 60 000 personnes. Comme disait Coluche, choisis ton camp, camarade. 1 million de personnes d'un côté qui vont voir leurs droits ou supprimés ou réduits. Et avec le 1er novembre et le 1er avril, avec le changement du mode de calcul qui va être épouvantable, surtout pour des précaires. Il y a plusieurs phases dans cette réforme qui rentre. Oui, c'est le double effet qui se coule. Enfin, on parlerait plutôt de double peine, si vous voulez, parce que comme ça, il y a un premier coup, il y a des gens qui sont sortis au 1er novembre, puisque avant, il fallait avoir travaillé 1 jour sur 7 pour avoir droit aux allocations chômage. Aujourd'hui, il faudra avoir travaillé 1 jour sur 4. Quand on sait que dans notre pays, l'immense majorité des contrats sont des CDD extrêmement courts, on a exclu 300 000 personnes, on a de fait supprimé les droits rechargeables, puisque les droits rechargeables, il faudra avoir travaillé 6 mois. C'est-à-dire, en fait, avoir travaillé suffisamment pour ouvrir des droits nouveaux. Donc on supprime les droits rechargeables, et là c'est à nouveau 300 000 personnes qui passent à la trappe. Et le 1er avril, c'est 400 000 personnes qui auront leur allocation chômage baissée entre 20 et 50%. Donc c'est évidemment un coup de massue énorme. Et sur la dégressivité... D'où tenez-vous ces chiffres Sur la dégressivité... Je les tiens de l'UNEDIC. Alors vous pouvez aller chercher, ce sont les chiffres de l'UNEDIC. Une note publiée en septembre de l'UNEDIC. Ce sont les chiffres de l'UNEDIC. Que ces mesures allaient toucher... Alors l'UNEDIC l'a précisé en septembre, ces mesures vont toucher 1 chômeur sur 2, soit plus de 1,3 million de personnes. Les mesures, mais la baisse d'indemnisation, j'en doute très fortement. La baisse d'indemnisation, c'est 400 000 personnes qui vont, des gens qui étaient, parce qu'on vise en fait des contrats précaires. Donc les personnes qui touchent plus de 4 500 euros. Non, je ne parle pas de la dégressivité. Je parle des gens qui sont des cessions de contrats précaires, qui accumulent les petits boulots. Ce qui est le cas d'une majorité. J'allais dire, en plus, je le dis souvent en plaisantant, le chômeur à temps plein, il devient rare. Ce qu'on voit souvent, c'est des gens qui sont au chômage, qui vont retrouver un bout de boulot, qui vont prendre quelque chose, qui vont revenir au chômage, qui font des allers-retours. Ceux-là vont se faire assommer. Sur la dégressivité, évidemment, je ne vais pas faire défiler des millions de chômeurs et précaires pour défendre des cadres sup. Sauf que, d'abord, le recul de droits pour quelques-uns, c'est toujours à terme le recul de droits pour tous. Deuxièmement, la dégressivité, on a essayé en France, on l'a même fait pour tout le monde dans les années 90, ça n'a eu aucun effet sur le retour à l'emploi. Troisièmement, qui on vise aussi sur ces niveaux de salaire? Des chômeurs qui ont plus de 50 ans, plus de 55 ans, que de toute façon aujourd'hui les entreprises ont énormément de mal à embaucher, puisqu'il n'y a pas à faire prendre des jeunes cadres très malléables et moins chers de 25 ou 30 ans, un peu moins de 25 ans qui sortent de l'école, que des cadres de 55 ans, et on arrive à des absurdités. Pôle emploi développe à mort le contrôle des chômeurs. L'autre jour, on a eu quelqu'un dans une négociation, il a 63 ans, il est au chômage, il est à 6 mois de la retraite. Eh bien, on l'a contrôlé et on lui a piqué 1 mois d'allocation pour recherche insuffisante d'emploi. Croyez-vous vraiment qu'un homme de 63 ans, à 6 mois de la retraite, il doit encore chercher du travail? Qu'on laisse ces gens tranquilles et qu'on les laisse partir à la retraite? De toute façon, il n'y a pas une entreprise qui va embaucher cette personne. Eh bien, on lui a dit, monsieur, vous ne cherchez pas suffisamment de boulot, allez, boum, 1 mois d'allocation en moins. C'est absolument dégueulasse. Et c'est comme ça qu'on pratique aussi dans notre pays. Et après, on m'explique que les chômeurs sont effectivement des profiteurs ou, je sais pas, des gens en jogging qui boivent des bières dans leur canapé devant la télé. Vous mobilisez cet après-midi. Vous défilerez le 5 décembre ou vous faites comment on appellera à défiler le 5 décembre. Alors, nous, de toute façon, je dirais, les chômeurs, on a un côté bien, c'est que le système actuel des retraites, il est très mauvais pour nous. Le nouveau sera aussi mauvais. Parce que, comme dans les deux cas, ils sont basés uniquement sur le fait qu'on a travaillé, dès que la société était en incapacité de proposer un emploi, de toute façon, que ce soit des points, des pourcentages, des trimestres ou des cotisations, nous, l'ancien... Je ne vais pas défiler pour défendre l'ancien système qui, pour les chômeurs, était déjà très mauvais. Le nouveau sera pas mieux. C'est-à-dire qu'en France, quand vous n'avez pas eu la chance d'avoir de boulot, en prime, vous n'avez pas de retraite. Donc, nous, on défilera pour qu'effectivement la retraite soit un dû comme un revenu minimum pour tout le monde. On est dans un pays où, normalement, personne ne doit... mourir de faim, où personne ne doit se retrouver sans revenu, dans la mesure où, je rappelle, il y a au moins 6 millions de chômeurs, il y a au mieux 500 000 offres d'emploi, donc de toute façon, le vrai problème, on peut faire tous les dispositifs de formation et d'accompagnement, on peut accompagner les gens vers le vide, ça ne sert à rien, les accompagner vers le mur, ça ne sert à rien. Le vrai sujet, c'est comment on recrée de l'emploi dans ce pays, comment on répartit autrement les richesses et le temps de travail. Et à partir de là, il n'y a plus de soucis sur le contrôle des chômeurs, puisque de toute façon, on reviendra aux années 60, merveilleux, où on traversant la rue. Pour prendre, je vois la photo du président de la République,
il aurait dû vivre dans les années 60. C'est une époque où, effectivement, on pouvait retrouver de l'emploi en traversant la rue. Allez, sur la formule du président de la République, en tout cas, ce qu'on voit, effectivement, c'est qu'il y a 200 000 emplois non pourvus dans notre pays et qu'il y a un vrai sujet entre l'adéquation de la demande d'emploi et de l'offre d'emploi. Et je ne peux que partager ce que vous dénoncez sur la précarité des chômeurs, évidemment. Bon, je vous invite à venir défiler avec nous cet après-midi, madame. Mais c'est mon quotidien de parlementaire que de créer de l'emploi dans notre pays. Et c'est tout l'enjeu des réformes qu'on a adoptées, des ordonnances travail, depuis la réforme de la formation professionnelle et puis de l'assurance chômage. Nous posons des briques justement pour relancer l'emploi. Et ça marche. Le chômage est à son plus bas niveau depuis 10 ans. Il est à 8,5%. 4 millions de CDI signés depuis 2017. Donc ça repart. Les signaux sont là. Ça n'est pas suffisant, évidemment. Sinon, nous n'aurions pas encore 8,5% de chômage dans notre pays. Et je ne parle même pas des personnes qui ne sont plus dans les radars, qui ne sont pas comptabilisées. Je vous remercie de il faut ramener évidemment vers les institutions et vers l'emploi. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler et avec vous, c'est-à-dire sur la formation, l'employabilité des personnes qui parfois n'ont plus confiance en elles et se disent c'est terminé pour moi, et notamment les seniors que vous évoquiez à l'instant. On en a fait notre bataille depuis notre arrivée aux responsabilités depuis 2017 et ça marche. Laissez-nous évidemment encore un peu de temps. Mais les signaux sont ouverts, les entreprises nous le disent, ça recrute. Sauf qu'on a du mal, et moi je le vois dans les Hauts-de-Seine et en Ile-de-France, à faire correspondre l'offre et la demande d'emploi. Le chômage baisse en effet. Petite augmentation au troisième trimestre. Vous êtes le gouvernement qui a parlé de prendre son risque. On parlait de philosophie tout à l'heure du gouvernement, donc d'avoir envie de créer son entreprise, arranger la création d'entreprise, etc. Mais quels sont les profils de jobs qui sont, je dis job volontairement, est-ce que c'est des profils de petits jobs comme en Allemagne avec, est-ce qu'on va avoir un petit chômage, mais avec comme aux États-Unis ou comme en Allemagne, du 400 €, du 500 €, et finalement après, si on doit aller vers une capitalisation de la retraite, comment capitaliser ensuite? Alors je parle carrément, c'est presque du futur là, c'est de la science-fiction, mais comment capitaliser si jamais nous avons tous un petit chômage, un petit taux de chômage, mais finalement mal payé? Est-ce que c'est la société qu'on veut? Voilà, que veut dire cette baisse? Est-ce que c'est réellement des emplois? Quelle est la forme de l'emploi qui existe aujourd'hui? Les emplois non pourvus. Vous avez mais tout un tas de secteurs qui n'arrivent pas à trouver... Des emplois pourvus, vu que le chômage baisse. Quels sont les profils de... Aussi bien des cadres que des emplois peu qualifiés. Je pense notamment au secteur des travaux publics qui a énormément de mal à recruter. Vous avez plusieurs milliers d'emplois, notamment en Ile-de-France, dans le domaine des travaux publics, dans le domaine de l'aide à la personne, dans le domaine de la croissance verte, évidemment, puisque l'écologie, le génie climatique, etc. se développe énormément. Il y a des emplois bien rémunérés, c'était ma question. Bien sûr, et même dans les travaux publics. Le petit job à la façon allemande, moi, c'est pas ce que je souhaite comme société. Vous avez des emplois à 2000, 2500 € dans les travaux publics, et même à ce niveau de rémunération, moi j'entends la Fédération française du bâtiment me dire nous n'arrivons pas à recruter. Donc il y a un vrai sujet dans notre pays entre la réforme. Le CDD est exclu du bonus-malus, le bâtiment d'ailleurs. La réforme est passée par décret, elle est appliquée depuis le 1er novembre, vous l'avez dit, il y a plusieurs volets, il n'y a plus rien à faire. Alors, il n'y aura pas de retour en arrière. Parce qu'une mauvaise réforme peut toujours être rapportée. Et puis deuxièmement, on pourrait rêver que ce gouvernement, qu'on est dans un acte 2. Moi, j'ai pas vu la différence avec l'acte 1, mais j'ai hâte de le découvrir. Je suis toujours un homme curieux. Déjà, le minimum, ce serait que quand on s'occupe de modifier la vie des chômeurs et des précaires, on les écoute, on les sollicite. Je le répète, nous, on représente des chômeurs, on voit passer plusieurs dizaines, centaines de milliers de personnes tous les ans, notre organisation et d'autres. On a fait une réforme de l'assurance chômage par décret, sans même faire semblant de nous recevoir une fois et de nous entendre. Je ne parle même pas de nous écouter, de nous suivre, mais au moins de nous recevoir et de nous entendre. Nous sommes la seule, et je vais le dire exprès, catégorie socio-professionnelle qui n'est jamais reçue dans ce pays. Est-ce qu'on réformerait le système de protection sociale des avocats sans les recevoir, des agriculteurs sans les recevoir, et on aurait raison de ne pas le faire? Les retraites, on parle des retraites, on a reçu tout le monde, et c'est tout le monde, sauf comme d'habitude, les 9 millions de chômeurs et précaires de ce pays, les 9 millions de pauvres qui, eux, n'ont jamais le droit à une expression politique organisée, et c'est un véritable scandale, et notamment la manifestation de cet après-midi, c'est aussi un moyen, et c'est pas par hasard qu'après on ira devant le ministère des Affaires sociales, et ensuite on finira devant le ministère du Travail, puisqu'évidemment, le but c'est aussi symboliquement d'interpeller les membres du gouvernement sur le fait que nous existons et que nous avons droit à une voix collective et organisée. Vous parlez des précaires, justement, c'est l'objet des vérifications d'informations de Christopher. Mardi, c'était le lancement de la 105e campagne des Restos du Cœur. Et une photo a posé pas mal de questions sur les réseaux sociaux. Vous allez la voir, cette photo en légende, vous allez la voir. Ceci n'est pas une queue pour aller au cinéma, mais des étudiants qui attendent leur tour au Resto du Cœur du Havre. Alors,
attention, vraiment attention, puisque c'est vrai qu'en plein débat sur la précarité des étudiants, cette photo, elle a pas mal circulé, plus de 6000 partages, et sortie de son contexte, elle peut vouloir dire tout autre chose. Alors, le contexte, c'est le suivant. Cette photo a été prise jeudi dernier par une personne qui passait en voiture devant la permanence départementale du Havre littoral, et au vu de la date, en fait, ça correspond aux dates des inscriptions des étudiants, donc ça ne veut pas dire qu'il y a systématiquement des longues queues comme ça sur le trottoir. Donc, dire qu'il y a plus d'étudiants concernés au Havre, il faut se méfier. D'ailleurs, les responsables eux-mêmes l'ont dit, le phénomène n'est pas du tout nouveau dans le sens où ça concerne 500 étudiants et surtout, le nombre n'a pas connu de hausse cette année, donc il faut être vraiment prudent. Oui, mais les étudiants sont quand même concernés. Et ça, on ne le nie pas, évidemment. Si on prend les chiffres beaucoup plus global en France, on le sait, l'année dernière, les Restos du Cœur, ils l'ont dit, ils ont accueilli 30 000 étudiants sur 900 000 bénéficiaires, et sur ces 30 000 étudiants, 51% ont moins de 26 ans et 39% ont moins de 18 ans. Alors, parmi les raisons évoquées, il y a les parents en manque de moyens, les ruptures familiales et les bourses qui ne sont pas jugées suffisantes. Alors, sur ce débat-là, justement, le gouvernement a supprimé la sécurité sociale étudiante, on l'a dit, et puis le secrétaire d'État à la jeunesse, Gabriel Attal, lui promet de nouvelles réponses à l'horizon 2020. Une petite réaction, peut-être, Pierre-Édouard Magnan? J'ai été dans ma jeunesse un vice-président de Crous. Alors j'ai bien connu ça. Après, la situation des étudiants, elle est comme souvent à l'image de la société et d'abord du reste de la jeunesse. Statistiquement, ça bouge hélas dans le mauvais sens. Souvent, les étudiants étaient, en termes macro, un peu moins pauvres que le reste des jeunes. Parce que quand on est très très pauvre et jeune, en fait, on n'a pas les moyens de devenir étudiant et de suivre des études. C'est pas pour dire que les étudiants vivent mieux, sauf que ça se dégrade de plus en plus. Et la pauvreté, pour le coup, à la différence des revenus, elle ruisselle. Donc les grands-parents, les parents, les enfants, quel que soit leur âge. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans le brunch de l'info.